Salut, c'est Amandine et bienvenue dans les SEO sans migraine. Si tu connais pas le concept, je me rends dans plusieurs entreprises de France pour décrypter leur stratégie SEO, prendre les meilleurs conseils et te les donner pour que tu les appliques à ton business. Aujourd'hui, on va rendre visite à Favicon. Favicon, c'est une application qui met en lien des marques et des influenceurs. Ils sont d'ailleurs fait connaître grâce à leur super classement LinkedIn. Ils génèrent environ 500 000 visiteurs SEO par mois et on va les décrypter comment. J'en profite pour remercier le sponsor Linksgarden, c'est la plateforme pour gérer tes backlinks sans migraine. Bonjour Favicon. Hello. Merci de m'accueillir dans vos trop jolis bureaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que fait Favicon, puis après on me raconterait pourquoi vous faites du SEO parce que ça m'intrigue particulièrement. Carrément, du coup, Favicon, on permet aux marques d'analyser, de trouver les influenceurs sur les réseaux sociaux et après de faire la veille sur leur contenu pour toi-même pouvoir soit travailler avec eux, soit améliorer ta stratégie marketing en t'inspirant de ce qu'en font les meilleurs. Et du coup, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en SEO? Parce qu'au début, comme toute startup qui se respecte, tout était à l'arrache. Nous, on a fait un site vitrine à l'arrache, avec en plus mon associé qui est très tech, très geek, donc on avait fait un truc très Galaxy, pas du tout SEO friendly. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était pas une bonne idée, surtout quand on a recruté Margot dans le marketing. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est fondamental d'avoir une stratégie SEO, comme tu fais de l'emailing, comme tu fais du Google Ads et tout ça. Tu peux pas ne pas faire du SEO en fait. A fortiori, dans un univers très concurrentiel. Et c'est pour ça qu'avec Margot, on a commencé à mettre en place dans la durée une vraie stratégie digne de ce nom. Ok. Et aujourd'hui, ça prend 500 000 visiteurs SEO par an. Ouais, c'est ça. C'était lancé il y a près d'un an et demi, c'est ça? Ouais, il y a un peu plus d'un an et demi, mais à peu près ça. Okay. Et du coup, pour en arriver là, c'est quoi les débuts? Le début, c'était déjà de faire un site, parce que du coup, le site vitrine, c'était pas vraiment un site vitrine, il était relié à l'outil, du coup avec un fond Galaxy, tout ça, tout ce qui est vraiment pas bon pour la lecture sur un site. Donc le premier truc, ça a été de créer un site, et en vrai, les premiers mois, on n'a pas tout de suite pensé au SEO, parce que au début, quand on a créé le site, c'était déjà, ok, il faut qu'on ait un site vitrine qui explique le produit. La prio, c'était un peu de pouvoir donner des éléments à nos prospects pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on a commencé comme ça. Et en fait, au bout de quelques mois, on a commencé à faire des articles. On s'est dit c'est bien, ça va nous référencer un peu, mais on n'avait pas vraiment de stratégie. On réfléchissait aux articles pour que ça intéresse notre audience, donc ça c'est quand même important. Mais on faisait pas assez attention aux mots-clés, etc. On n'avait pas toute cette partie-là. On a fait ça sur les 9 premiers mois. On commençait à avoir des reportings et à regarder un peu le trafic. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant 2-3 mois, on a commencé à stagner vers 7000 de trafic par mois. On s'est dit, vous avez quand même réussi, sans forcément vous intéresser aux mots-clés et tout, à démarrer une base de trafic autour des 6-7 000 pendant quelques mois. Je pense que c'était parce que on avait une bonne intention dans le sens où on avait fait un blog et ce qu'on voulait c'était apporter du contenu. On savait que notre cible était pas vraiment éduquée sur le sujet, qu'il fallait vraiment les former, avoir tout un truc un peu ludique. Et du coup, on a fait des articles sans se rendre compte qu'ils commençaient à être référencés. Et c'est arrivé un peu, le tout début, les premiers 7000, c'était comme ça. Et en fait, on avait vraiment une obsession, c'était de donner de la valeur dans le fond. Et je pense que mine de rien, ça joue derrière. Ça joue derrière. C'était pas juste faire des articles pour faire des articles, c'était vraiment pour apporter de la valeur. Okay. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense. Enfin, ces premiers articles, c'était juste pour répondre aux problématiques des gens qui utilisaient déjà votre outil? Oui. Problématiques de gens qui voulaient travailler avec des influenceurs. Donc, c'était pas forcément publicitaire, c'était vraiment des bonnes pratiques. Mais du coup, fil en aiguille, il fallait utiliser bizarrement Favicon. Comment une fois que vous avez commencé à stagner autour des 6-7 000, vous êtes dit quoi? En fait, depuis le début, on avait commencé à faire un petit reporting qui était pas hyper développé. Il y avait vraiment, je crois, juste le trafic, un peu les nouveaux utilisateurs pour voir d'où ils venaient, si ça venait des réseaux sociaux ou de Google, etc. Il n'y avait pas énormément de données dessus. Et c'est un moment où on a commencé à recruter, à ouvrir un peu l'équipe marketing. Donc c'est un moment où on a recruté quelques personnes. Et du coup, j'avais un peu plus de temps moi aussi pour me poser là-dessus. Et là, je me suis dit, mais entre guillemets, on a que 7000 de trafic alors qu'on visait les États-Unis. On s'est dit, ok, c'est pas grand-chose là, il faut qu'on arrive à booster. Moi, j'avais déjà fait quelques cours à l'école de SEO, donc je savais qu'il y avait des méthodes, mais ça commençait à être loin, je me souvenais plus énormément. Ouais. Du coup, c'est un moment où on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on pose une strat. Est-ce que je prends une semaine, 2 semaines à me former, à me remettre dedans, à réfléchir à tout ça? Et en même temps, on avait tellement de choses à côté, parce que du coup, on était quand même une petite équipe marketing, on était 3-4,
Et il y avait ce truc de, ok, il y a les réseaux sociaux à faire, à côté il y avait des partenariats, il y avait plein de choses à faire, et on s'est dit ce serait bien d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur, un avis extérieur, et qui vienne regarder ce qu'on a fait et nous dire, ok, d'être un peu guidé pour Ouais. la suite. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la grande difficulté, effectivement, quand tu es une équipe marketing, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Tu fais des réseaux sociaux, tu fais du contenu, tu fais du CM, et du coup, est-ce qu'il vaut mieux passer 2 heures à faire une vidéo TikTok que passer 2 heures à revoir ta stratégie SEO? Et je pense que le problème du SEO, c'est que long terme et à court terme, tu as toujours tendance à te dire, ok, si je fais un TikTok, demain, j'aurai 1 million de vues. Et du coup, c'est un peu bête, mais je pense que souvent, on commet cette erreur. Tu vas d'abord dans le... Voilà, dans le court terme. Et au final, nous, on s'était dit à l'époque, non, en fait, maintenant, faut quand même, ça va prendre du temps, mais on va faire les choses bien. Et aujourd'hui, on a récolté les fruits de cette stratégie. Donc, je pense que c'était la bonne décision. Ok, et vous avez l'impression que vous récoltez les fruits des mois précédents, ou que c'est plutôt instantané? Non, ça a pris du Ça temps. prend du temps. Ça a pris du temps. Du coup, on avait pris quelqu'un pour nous accompagner pendant 2-3 mois. Et c'est arrivé un peu par hasard, parce que c'était quelqu'un que je connaissais, qui faisait du SEO, et qui était en fin d'école, qui commençait déjà à faire du freelance. Et je savais qu'il connaissait tellement de trucs. Et après, on lui dit, bah, écoute, est-ce que tu peux pas nous faire un audit et après nous accompagner sur 2 mois, peut-être, voir, nous proposer des choses à mettre en place, on commence à les mettre en place, et de voir si ça fonctionne. Donc on a fait ça, mais je pense que ça a pris. Je pense qu'à la fin de l'accompagnement, on commençait à avoir une augmentation. Peut-être passer de 7 à peu près 10, 11 000 de trafic par mois. Ça a quand même débloqué la situation. Et en fait, on a vu que ça débloquait. Et puis on a vu les problèmes techniques qu'on avait. On avait énormément de problèmes techniques sur le En fait, site. ça venait le fait que vous stagniez, ça venait des problèmes techniques ou ça venait aussi du contenu? Un peu du ciblage, déjà, parce que du coup, on arrivait à avoir des mots-clés parce qu'on faisait des articles, mais c'était pas forcément les bons aussi. Et puis peut-être on avait des mots-clés trop ciblés des fois, et qui étaient pas forcément trop ciblés sur le bon truc. Donc il y avait des choses à travailler sur les mots-clés, mais le plus gros, c'était la partie technique. Vu qu'on avait commencé le site, et qu'il y avait sur le même domaine, il y avait aussi l'outil avec le app, plein de pages de l'outil qui étaient référencées, parce qu'anciennement, c'était ensemble, alors qu'elles étaient fermées. Il y a du trafic Ça, poubelle, c'était, quoi. Ouais. ça, c'était un problème de backlink. On avait plein de backlinks qui venaient de trucs hors sujet. Parce que Favicon, ça ressemble au favicon. Et du coup, on avait plein de backlinks qui venaient de sites qui citaient des favicons. Donc, c'est les petites icônes qu'on a sur Et les... en fait, c'est parce que vous avez acheté un nom de domaine qui avait déjà du trafic. Pour Exactement. gagner un peu de temps. Là, c'est surtout Pour que pouvoir récupérer notre nom de marque, Oui. Favicon, Ok, ça avait été racheté par quelqu'un qui l'utilisait pour un truc qui faisait quand même du trafic. Et du coup, on l'a contacté, on a racheté le nom de domaine, parce qu'on avait quand même besoin, parce qu'avant c'était fav-ikawan, donc c'était pas très pratique. Et sauf qu'effectivement, il y avait plein de backlinks qui étaient assez populaires, et au début, bah, c'était un peu la galère. Vous parlez de backlink, du coup, je me souviens que c'était l'occasion parfaite pour remercier Vince Garden, le sponsor de cet événement. Et ça a été quoi vos premières problématiques à part la partie technique? je pense que la plus importante, ça a été un peu fait aussi pendant l'audit, justement. C'était la partie internationale. On écrivait tout le site en anglais parce qu'on visait avant tout les US, mais d'un autre côté, il fallait que le site soit en français. Déjà, côté légal, quand t'es en France, tu dois avoir un site forcément disponible en français. Et puis, de toute façon, on avait une partie de notre cible qui était aussi française et qu'on voulait pas perdre non plus, qu'on voulait continuer à entretenir. Du coup, depuis le début, on utilisait un outil. Je crois que c'était un peu l'outil le moins cher. On s'était dit, bon, ça fait de la traduction. On n'avait pas réfléchi à ce côté SEO de est-ce que la traduction va être bien prise en compte. On s'est dit, bah, il y a une traduction, on peut la modifier, elle est correcte. Donc forcément, c'est bon. Et quand on avait fait l'audit à ce moment-là, il nous avait expliqué que l'outil ne faisait pas du tout la partie SEO. Donc les titles, les méta-titles, les méta-descriptions et tout, elles étaient pas traduites. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où on a beaucoup travaillé dessus, on a recherché pas mal d'outils, on a pris Weglot finalement. Très bon conseil, ça, pour on a aussi démarré comme ça. Un sujet, moi, qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, tu m'as rapidement briefé et tu m'as dit que la stratégie SEO, vous avez décidé de la couper en 2. Donc, soit à mes yeux, soit ça cartonne, soit c'est un méga risque. On va expliquer. Du coup, on a eu un besoin on a changé un tout petit peu l'outil. En tant que startup, il y a pas mal de changements souvent. On a changé l'outil, donc le site principal devait changer forcément un peu de ciblage. Enfin, on est resté sur marketing d'influence, c'est ce qu'on avait de base, mais on est beaucoup plus marketing d'influence B2B. Et en regardant les mots-clés, le problème c'est que marketing d'influence B2B, c'est déjà hyper ciblé en fait. C'était beaucoup trop ciblé, et par rapport à marketing d'influence tout court. Et marketing d'influence était trop axé B2C, les résultats et les recherches. Donc on a commencé à recibler le site vers marketing B2B. Et en fait, ça change pas mal de choses dans les mots-clés. Il y a pas mal de choses différentes. On a un outil qui est beaucoup plus dirigé vers du social listening. C'est de nouvelles fonctionnalités qui sont pour nous plus importantes que les autres. Et du coup, c'est des mots qu'on n'avait pas du tout. Nous, on était beaucoup sur des mots-clés Instagram, influenceurs,
campagne, tracking, etc. Et du coup, ça a demandé à recibler vers d'autres mots-clés. En plus de ça, à côté, on a lancé un autre outil pour les créateurs de contenu. Et du coup, ça a été vraiment un changement entier parce que au début, on a voulu recibler à peu près les mêmes mots-clés dans le sens où il y avait influenceurs, etc. Mais on s'est vite rendu compte que pour les créateurs, les mots-clés, c'était pas du tout les mêmes qu'une entreprise. Okay. Les entreprises vont parler d'influenceurs, les créateurs vont parler de créateurs de contenu. Ils vont chercher comment créer du contenu, comment être un bon créateur de contenu, et pas du tout comment être un bon influenceur, parce que c'est pas du tout la même façon de parler. Vous avez fait 2 sites différents, et un qui cible le B2B, un qui cible le B2C. On a gardé le site Favicon général, on l'a redirigé un peu vers du B2B. Donc là, on a dû changer un peu les pages et essayer de pas perdre trop de trafic. C'est là où ça a été un peu... Enfin, après, on savait qu'on allait perdre du trafic en soi. C'était pas un problème. C'est pas un problème de perdre du trafic si on se repositionne sur des mots-clés qui vont plus convertir et qui sont plus intéressants pour nous. Puisque le but même du SEO, de toute façon, c'est de pouvoir cibler les personnes qui nous intéressent. Donc, on savait qu'on allait en perdre, on était OK avec ça. Après, on a créé un autre site à côté où ça cible que les créateurs de contenu. Donc là, c'est B2C, mais enfin, c'est juste pas la même démarche, c'est pas du tout la même cible. Et du coup, comment vous arrivez à gérer la partie backlinks, sachant que vous avez 2 stratégies très différentes? Déjà, il y a un des sites où on fait pas de backlink pour l'instant. C'est la partie créateur, simplement parce que c'est vraiment je dirais qu'il y a 80% de notre stratégie, c'est sur le site principal pour le B2B. Ouais. Et l'autre site, il a été vraiment là parce qu'on a voulu faire un outil pour les créateurs qui est pour l'instant pas monétisé, donc qui nous rapporte rien. On a quand même fait un site pour expliquer un peu ce qui était présent dessus, etc. On essaie petit à petit on sait que de toute façon, le SEO, il va falloir prendre du temps pour le travailler, donc on le travaille dès maintenant. Mais le backlink, c'est le seul truc pour l'instant qu'on n'a pas travaillé dessus. Et sur l'autre, on a fait plusieurs trucs différents. Déjà, on avait des problèmes de backlink mauvais. Ouais. Ça, on a pris du temps à pouvoir les enlever, à demander, etc. à chaque fois, parce qu'on en avait vraiment beaucoup. Une fois, on a eu un souci où, en un jour, il y a des trucs de piratage un peu, en un jour, on a eu des centaines de backlinks mauvais sur notre site et il fallait qu'on demande à les enlever, etc. C'était un enfer. Vous pouvez avoir des concurrents un peu énervés. C'est ce qu'on s'est dit, mais on n'a jamais su vraiment d'où ça venait. Et après, de manière générale, on reçoit pas mal de mails côté US pour faire des backlinks, etc. Backlinks, ça, c'est naturel au final. Ouais. Okay. Nous, ça a toujours été comme ça. Il y a un partenariat qu'on avait fait avec une entreprise qu'on connaissait en France. On était à peu près sur le même domaine. Et là, du coup, on faisait un échange d'articles. Et après, ça a été beaucoup juste de demandes qui viennent à nous. Et assez organique, au final. Ouais. Mais à chaque fois, ça demande du coup d'aller vérifier le site, regarder l'autorité du site. Parce qu'il y a plein de demandes qui viennent de sites pas ouf du tout. Ce sont de grosses organisations qui ont plein de petits sites, de petits blogs. Ouais. Et du coup, qui vont pas forcément t'apporter à faire un lien vers ou pas. Ouais. Il y a le truc de faire un lien et puis il y a le truc aussi de faire un lien vers un site qui est un peu cohérent dans le même domaine. Parce que des fois, il y en a qui demandent... Puis après, on a eu de la chance parce qu'on a sorti, donc on a sorti les classements, les top 200, etc. On a eu énormément de backlinks tout seul de médias, de gros médias. Et du coup, c'était des très bons backlinks. Ça nous a beaucoup aidé. Et c'est venu un peu tout seul. Je pense que je vais arrêter de faire des formations. Faire des classements, ça a pas mal aidé. Un cheat code, ouais. Les classements, ça vous permet d'obtenir beaucoup de trafic et des liens naturels au final. Ouais, c'est ça. C'est tout bénef, ça nous ramène des liens, des articles, des posts de créateurs. Du UGC, etc. Donc même ça touche plusieurs points dans le marketing. Ouais. Écoutez, c'était super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Beaucoup, j'adore échanger sur ces sujets. En plus, on a rarement le cas, donc. Ouais, c'était vraiment cool. Merci à toi. C'est un bon gros début de stratégie SEO. Si tu devais retenir 2 points de cette stratégie, c'est le premier point, c'est que ta technique doit être irréprochable. Je pense qu'on commence à le comprendre avec tous les épisodes que je viens de tourner. Une stratégie SEO à succès, c'est une technique parfaite et tu peux plus passer à côté de ce point-là. Le deuxième point, c'est que ton contenu doit vraiment cibler tes prospects. Les contenus bateaux en SEO, c'est vraiment plus possible. Un contenu égale une intention égale une cible. Un gros merci au sponsor de ce projet, Linksgarden. C'est la plateforme que je te recommande si tu veux déléguer tes backlinks. Et on se dit à la prochaine pour du SEO sans migraine.